Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table pour cette deuxième heure. Bonsoir à vous Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Et bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes ministre de la lutte contre les discriminations. Et vous offrez, j'allais dire à votre fille, c'est assez touchant parce que c'est à elle que c'est dédié et vous vous adressez à elle alors qu'elle est encore toute petite. Nos combats pour la République. J'espère qu'elle le lira un jour. Pas Mais tout de beaucoup de temps aura passé depuis là. Et c'est chez Robert Laffont. On va en parler de votre livre. Cela dit, ça résume quand même beaucoup la situation politique du moment. J'ai juste une question d'emblée comme ça. Que fait Jean-Noël Barrot à la mosquée de Paris ce soir ? Vous me l'apprenez, donc je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce que c'est le bon timing ? Tributaire des agendas des uns et des autres, est-ce que c'est pour tout vous le dire. bon timing on a un bras de fer quand même considérable entre Paris et Alger. Je sais que des choses ont été dites et je viens de les redire dans le rappel des titres de l'actualité. Mais que fait le ministre des Affaires étrangères dans la mosquée de Paris à faire la rupture de l'Aïd, alors qu'on est en plein bras de fer et qu'on sait très bien que le recteur de la mosquée de Paris, c'est d'une certaine manière l'ambassadeur d'Algérie en France. Non, c'est pas l'ambassadeur d'Algérie en France. Il y a des sujets sur le financement qui existent de la grande mosquée de Paris. C'est après un interlocuteur. Moi, quand je continue à mener les assises de lutte contre l'antisémitisme, ce que je sais, c'est qu'il a toujours été au rendez-vous et autour de la table pour nous aider et nous accompagner dans ce combat qui doit être un combat républicain et dans lequel on doit réussir à embarquer collectivement. Donc moi, c'est ce que je sais. Pour le reste, je suis pas responsable des agendas des uns et des autres. Et je ne suis pas là pour les commenter, en tout cas. On a diffusé le sonore en première. Oui. Vous avez dit le gouvernement parle d'une seule voix, oui. Et cette voix est claire. Vous avez Bruno Retailleau qui refuse l'invitation à la mosquée de Paris et vous avez Jean-Noël Barrot qui l'accepte. Vous poserez la question à celui qui l'a accepté. Moi, je suis pas là encore une fois pour répondre. Moi, par principe, parce que je considère que c'est un principe de laïcité, je ne me rends jamais dans des manifestations religieuses, quelle qu'elle soit. Vous ne seriez pas allé ce soir ? Parce que je fais jamais de manifestations religieuses, parce que je pense que la religion relève de l'intime et du privé, mais que quand on est un personnage public et politique, forcément tout prend une autre connotation et une autre tournure. Donc je reçois des personnalités qui sont du monde religieux, parce que je crois aussi au dialogue interreligieux évidemment, et la laïcité c'est pas l'effacement des religions, c'est par contre le primat du politique et le primat du droit. Vous ne participez pas à un culte avec une autre religion comme le fait le ministre des Affaires étrangères ce soir. Parce que c'est la position qui est la mienne. Après, chacun est libre d'y participer ou pas, et chacun a le droit. Le gouvernement parle d'une seule ligne. Non, mais la ligne, elle était claire sur une question qui nous a été posée et que j'entends à nouveau clarifier, si jamais il y avait besoin qu'elle soit clarifiée, qui est notamment la question de la laïcité et en particulier la laïcité dans le sport et d'une forme de prosélytisme aujourd'hui qui peut exister et qui contraint le gouvernement à prendre un certain nombre de dispositions en soutenant. On va en parler dans un instant. Je voulais donner la parole à Jean-Michel qui piaille. Ouais, non, je veux insister un peu, mais est-ce que vous considérez que c'est un coup de canif au principe de laïcité que d'assister à une cérémonie religieuse dans une mosquée? Parce que à ce compte-là, M. Barrot va assister au chemin de croix à Montmartre le vendredi saint. Il y a beaucoup d'élus qui le font, vous savez, dans un certain nombre de territoires. Moi, encore une fois, chacun est libre ou pas de participer. Moi, je suis pas là pour faire du commentaire, des gens qui savent faire ça bien mieux que moi. Mais comme il n'y a qu'une seule ligne au gouvernement. Il y a des gens qui savent faire ça bien mieux que moi. On a le droit d'avoir des convictions différentes. On a le droit d'avoir parfois des positionnements qui sont différents. Moi, je vous dis, si la question m'était adressée, et on a déjà proposé de participer à ce type d'événement, moi je considère qu'encore une fois, le religieux relève de l'intime et du privé, et donc je n'assiste pas à des événements dans ce type de lieu, ce qui n'empêche pas, encore une fois, que je dialogue, et c'est normal en tant que ministre évidemment, avec des représentants des cultes. On a compris, Aurore Berger, que vous choisissez votre lieu et votre timing, et on l'entend ce soir en tant que ministre. Le voile dans le sport, on en a parlé, vous avez pris la parole tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, comme quoi il n'y aurait qu'une seule voix. Ça veut dire que Madame Barsac, Madame Borne, qui s'étaient élevées contre ça, elles sont disqualifiées d'une certaine manière. Non, la question n'est pas de disqualifier qui que ce soit. Moi, j'appartiens à un gouvernement, et le Premier ministre a eu l'occasion de rappeler, il a raison, c'est son rôle en tant que patron de ce gouvernement. Une logique est celle de solidarité. Donc moi, je suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. C'est pas mon rôle. C'est pas la mission qui est la mienne. Mais on entendait clarifier la position, puisque vraisemblablement, elle ne l'était pas. Puisqu'il y a eu un certain nombre de doutes, d'interrogations qui ont justifié que nous-mêmes, on soit évidemment interrogés. Donc la ligne qui est celle du gouvernement et que j'ai rappelée au nom du gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est qu'il y a une proposition de loi qui est portée au Sénat,
qui a été adoptée au Sénat, amendée en lien avec le gouvernement et qu'on soutient. Et cette proposition de loi, elle dit quoi ? Elle reprend en fait un certain nombre d'avancées, notamment permises par le Conseil d'État, qui dit que oui, évidemment, les fédérations sont libres de mettre en place un certain nombre de règles, notamment de lutter contre toute présence de signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives au niveau départemental, régional et national, parce que sur un terrain de sport, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a qu'un seul maillot, qui est le maillot de l'équipe, que ce soit l'équipe de France, que ce soit une équipe régionale, que ce soit une équipe départementale, que ce soit un club de foot, de basket, que sais-je. Et c'est ça qui est extrêmement important, parce que quand on parle d'émancipation et de liberté, moi c'est ça qui m'importe, en tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est comment on garantit ce chemin d'émancipation et de liberté, notamment pour nos filles. Personne n'est interdit de stade dans notre pays. Personne n'est interdit de terrain dans notre pays en fonction de sa religion supposée, son identité, etc. Ce qu'on interdit, c'est le port de signes religieux ostentatoires dans le cadre des compétitions. C'est ça la ligne. Aurore Bergé, ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous avez parlé du voile. Il y a une autre chose qui se passe dans le sport, justement en cette période de Ramadan, c'est la rupture du jeûne, qui est formellement interdite par les fédérations sportives. Oui. Le président du club d'Angers, alors qu'il y a eu un joueur blessé en même temps qu'une rupture du jeûne, puisque certains en ont profité pour aller grignoter un petit bout et s'hydrater lors du match contre Monaco. Saïd Chaban, le président du club d'Angers, a dit clairement à Cyril de la Morinerie, au micro de Cyril de la Morinerie sur Europe 1, que les deux clubs s'étaient mis d'accord pour ça. On écoute. Les deux clubs, les deux team managers se sont mis d'accord pour le bien-être des joueurs et la question a été posée aux délégués et à l'arbitre qui ont donné leur accord. Les choses sont faites d'une manière intelligente. Donc je ne vois pas pourquoi la polémique. On est dans un pays où le bien vivre ensemble est important. Ça a duré 1 ou 2 minutes et le match a repris tranquillement. Est-ce que c'est une histoire de bien vivre ensemble, comme le dit Saïd Chaban, ou est-ce que c'est une histoire de respect de la laïcité ? La fédération, elle a mis en place des règles claires et je crois que la fédération de foot, elle est courageuse dans notre pays. Et qu'elle a mis en place des règles qui sont très claires sur les principes de laïcité. Donc, de la même manière qu'on ne fait pas une prière, de la même manière qu'on ne refuse pas de serrer la main d'une femme, de la même manière qu'on n'a pas de signe religieux ostentatoire dans le cadre d'un match, quel qu'il soit d'ailleurs. Je sais pas, on ne se signe pas non plus en entrant sur un terrain. Quand on est attaché au principe de laïcité, on ne fait pas de différence en fonction des religions. Il n'y a pas de raison qu'on interrompe un match, évidemment, pour des motifs religieux. Ce que je comprends aussi de la fédération, qui a investigué et demandé, c'est que ce joueur a réellement été blessé puisqu'il est empêché de match pendant plusieurs matchs. Donc a priori, il y a eu une véritable blessure. Donc il n'y a pas... Ouais, parce que je lisais ou j'entendais qu'il y avait une fausse blessure. S'il est arrêté pour plusieurs matchs alors que c'est un joueur professionnel, la fédération a dit qu'il était effectivement blessé puisque l'arbitre l'a confirmé, mais cela dit, ça n'a pas empêché une rupture du jeûne du Ramadan qui n'a rien à voir avec le sport. Qui n'a rien à voir avec le sport et qui n'a pas sa place sur un terrain de sport, tout simplement. Et quelles que soient les religions, encore une fois, on cale pas. C'est comme si on calait par exemple des jours de match ou non en fonction de fêtes religieuses. Je pense que ça choquerait. Donc, il faut qu'il y ait une ligne qui soit sur ces sujets-là. Est-ce qu'on sent dans les clubs amateurs ou dans les clubs professionnels, est-ce qu'on sent une demande de respecter ces règles religieuses, ou est-ce qu'en fait ça ne représente que quelques cas très isolés ? Alors, il y a ce qui nous remonte. Donc, vous savez, entre les remontées qui sont faites et les cas, il peut toujours y avoir un écart. Quand bien même il y aurait que quelques cas, c'est toujours des cas de trop, parce qu'encore une fois, ça met nos clubs dans des situations qui sont extrêmement difficiles, parce qu'on leur demande de régler les problèmes en direct. Et c'est pas à eux de le faire. Et c'est pour ça que la loi doit être claire et doit poser des principes clairs, pour que justement, ce soit pas ici à l'entraîneur, ici à l'arbitre, ici à l'éducateur de nos enfants le week-end, de dire la règle. Et la règle, elle doit être dite au sein des fédérations, parce qu'elles sont délégataires aussi d'une part de services publics, et elle doit être dite dans la loi, d'où, encore une fois, cette proposition qu'on soutient, qui est de dire de manière très claire, dans les compétitions sportives, départementales, régionales, nationales, il n'y a pas de signe religieux ostentatoire, et donc, au-delà de ça, évidemment, il n'y a pas d'intrusion du fait religieux sur un terrain de sport. Ça doit être, encore une fois, des lieux qui doivent être préservés de toute influence politique ou religieuse. D'ailleurs, la laïcité, c'est pas que la religion. C'est aussi préserver le cadre d'un débat qui doit permettre qu'encore une fois, il y ait des lieux où neutralité puisse évidemment être la règle. Et la règle pour tous. Gilles Boutin. Oui, j'ai une question. Pour revenir à cette affaire de voile chez les mineurs, vous dites que
Le gouvernement ne parle que d'une seule voix. Pour autant, on a du mal à comprendre l'organisation, c'est-à-dire que le Premier ministre vous convoque, tous les ministres qui ont eu des positions différentes. On a l'impression que tout le monde s'est fait taper sur les doigts, mais à la fin, il est d'accord avec vous. Donc, on comprend pas très bien, et on a le sentiment que ça reflète aussi un problème récurrent dans le gouvernement. Réunion à laquelle vous avez assisté, Aurore Berger, Oui, à la mi-journée. j'ai assisté à cette réunion. Moi, j'ai pas été convoquée. Moi, j'ai assisté à une réunion. Et ce qui est le rôle du Premier ministre, qu'à un moment de faire en sorte déjà de clarifier s'il y a une nécessité de clarification. Vraiment, vu les questions que vous me posez, il y avait sans doute besoin qu'une clarification soit faite. Il me semble. La clarification a été faite et je crois que c'est le rôle du Premier ministre de le faire. Encore une fois, oui, il nous laisse de la liberté et je trouve que c'est plutôt sain d'avoir un Premier ministre qui considère que ces ministres sont des grandes personnes et sont des grandes personnes et donc sont libres d'avoir une liberté aussi de conviction et de ton. Et on a le droit d'avoir des points sur lesquels on n'est pas à 100% alignés les uns les autres, comme dans une rédaction, vous n'êtes pas à 100% alignés les uns les autres sans doute. Surprise. Allez savoir, il y a peut-être des différences entre vous. Et heureusement. Après, il y a une ligne, et la ligne, c'est celle que j'ai portée moi-même, encore une fois, en réponse à l'Assemblée nationale, qui a un cadre aussi, je crois, solennel et important pour repositionner une ligne qui doit être la ligne du gouvernement. Oui, mais est-ce que vous direz, comme Gérald Darmanin, que certains membres du gouvernement ont péché par naïveté sur cette question? Moi, j'emploie pas, de ça qu'il est question, j'emploie pas ces termes-là. Moi, je suis par contre très au clair sur le fait qu'aujourd'hui, on a malheureusement des atteintes à la laïcité qui sont récurrentes et que le sport, par la médiatisation qu'il provoque, par la visibilité qu'il a, malheureusement, est un terrain sur lequel l'intégrisme religieux, l'entrisme religieux peut de manière évidente s'exercer et se retourner. Moi, c'est ça, encore une fois, mon point. Se retourner contre nos enfants, notamment, parce que la pression sociale qui s'exerce sur eux, et notamment sur elles, les prive de liberté. Moi, ce que j'essaye d'ailleurs de dire dans le livre Nos combats pour la République, c'est justement ça. C'est que je pense que moi, j'appartiens à une génération pour laquelle les combats républicains et la question de la laïcité ne sont plus des évidences. Ils l'ont été pendant longtemps, et peut-être que la naïveté générationnelle, c'est qu'on a cru que c'est des combats gagnés, qu'on n'avait pas en permanence besoin de les redéfendre. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'arrive plus à s'accorder sur les termes. Quand vous demandez quelle est la définition de la laïcité, vous retrouvez avec des gens qui vous disent tout et son contraire sur ce qu'est la laïcité. Il y a la laïcité punitive, il y a la laïcité... Voilà, on ajoute des adjectifs à la laïcité. La laïcité est d'abord un principe de liberté et non en aucun cas un principe d'oppression. Donc déjà, on voit bien qu'on n'est plus capable de se mettre d'accord sur les termes. Et quand on ne sait plus se mettre d'accord sur les termes, on ne sait plus se mettre d'accord sur des combats qui sont prioritaires. Et c'est un combat prioritaire parce que c'est un combat d'identité, c'est un combat culturel, c'est pas un combat de religion, c'est pas une guerre de religion, c'est au contraire un combat de préservation de nos libertés.